Monsieur le sénateur, venez donc me rejoindre. Xavier Pintat, donc ancien député, ancien sénateur de Gironde, sénateur honoraire aujourd'hui, et surtout, et c'est à ce titre-là que vous allez nous intéresser, président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, vous savez, la FNCCR à laquelle vous adhérez, donc il y a près de 800, je crois, 800 collectivités locales qui organisent des services publics locaux, de l'eau, du déchet, des données numériques, mais au premier plan, évidemment, de la question de l'énergie. Alors, et vous avez d'ailleurs une marque collective aujourd'hui qui s'appelle Territoire d'énergie. Alors, Xavier Pintat, vous avez tenu votre congrès début octobre à Nice, la FNCCR, et la transition énergétique et la question du marché de l'énergie, bien évidemment, était au cœur de vos réflexions, de vos débats. Alors, rappelez-nous comment aujourd'hui, et on en a Xavier Nicolas l'a un peu rappelé en quelque sorte, comment aujourd'hui le contexte a évolué et comment donc la fédération appréhende-t-elle la place du consommateur dans ce nouveau contexte? Voilà, alors c'est... D'abord, permettez-moi de remercier mon ami Xavier Nicolas, qui joue un rôle important dans notre fédération, puisqu'il anime aussi une commission importante des économies d'énergie et des énergies renouvelables, qui va réunir, je crois, demain d'ailleurs. Donc, et puis saluer Jean Gobert aussi, qui est le médiateur national de l'énergie, qui est un fin connaisseur de toutes ces problématiques, et puis saluer Madame la préfète, et les directeurs et tous les élus qui sont présents. Bon, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être ici à Chartres. Alors un Bordelais passe souvent à Chartres, mais il ne s'y arrête pas, il passe en avec le LGV. Surtout maintenant, avant il s'arrêtait avec quand il prenait l'autoroute, mais maintenant on prend le train. Voilà, donc je suis heureux d'être avec vous parce que les problématiques que vous allez évoquer donc, sont très fraîches dans nos esprits. D'ailleurs, vous avez rappelé que la fédération s'occupe de beaucoup de domaines, de services publics en réseau. Je voudrais dire que tous nos métiers de nos syndicats et de ceux que nous représentons sont impactés par la transition. Alors, pas que la transition énergétique, il y a aussi la transition environnementale et la transition numérique. Bien sûr. Parce qu'on peut dire que tout ceci est un petit peu lié. Alors, pour revenir à la transition énergétique, elle est obligatoire, elle est nécessaire. Bon, pour deux raisons. La lutte contre le réchauffement climatique et puis éviter notre dépendance énergétique trop forte. Mais on s'est aperçu, la transition énergétique, c'est beaucoup décentralisé, c'est des énergies renouvelables sur nos territoires et sur nos métropoles. Elle risque de remettre en cause la cohésion nationale. Parce que tout ce qui était organisé avec des péréquations sur le plan national se retrouve un peu déstructuré. Donc, à notre congrès, nous avons constaté que pour surmonter ce risque et pour maintenir la solidarité territoriale, qui est notre mission essentielle, il nous fallait des outils. Ces outils, c'est la péréquation, le FACÉ, le TURP, les fonds de péréquation de l'électricité, mais c'est aussi les tarifs réglementés de vente de l'électricité qui permettent de maintenir cette solidarité dans un secteur si particulier. Alors, la première réponse, je dirais, que nous avons apportée, c'est le contrat de concession que nous allons signer pour la distribution et la fourniture. Parce que la justification de ce contrat de concession, c'est la transition énergétique. Alors, il y a le volet distribution, mais il y a aussi le volet fourniture. Et le volet fourniture, c'est EDF qui assure au sein de ce contrat la mission de service public grâce aux tarifs réglementés de vente. Je rappelle que les tarifs réglementés de vente sont ensuite fixés, je crois que c'est tous les 6 mois, par la commission de régulation de l'énergie, la CRE. Alors, c'est vrai que, ceci étant dit, on est conscient, on a les yeux ouverts, on voit ce qui se passe au niveau européen, et autres, les choses évoluent. Mais permettez-moi de rappeler pourquoi nous sommes profondément attachés au maintien des tarifs réglementés de vente dans le domaine de l'électricité. Pour plusieurs constats. D'abord, je crois que l'électricité n'est pas un bien comme les autres. C'est un bien tout à fait particulier.
nos concitoyens sont très sensibles au fait que l'on puisse avoir un service de l'électricité en quantité, en qualité, à un tarif raisonnable sur tout le territoire national, ce que nous avons toujours contribué à faire. Et je crois que même si la dépendance quantitative devrait diminuer, c'est les efforts que vous faites localement sur l'isolation des bâtiments et autres, donc il devrait diminuer quantitativement le besoin d'électricité, l'informatisation et la numérisation de nos réseaux, le compteur Linky pour la communication et autres, on sera toujours qualitativement dépendant de l'énergie et au contraire en augmentation. Parce que je crois que la numérisation de la société, la mobilité propre, hein, il faudra rouler 24 heures sur 24, hein, on ne va pas rouler que le jour et pas la nuit. Donc tout ceci va faire qu'on aura toujours besoin, et encore plus, et qu'on ne pourra pas se passer d'électricité. D'autant plus que l'autarcie énergétique, on l'a vu l'autre jour, on avait une table ronde à la CRE, il y a une très belle analyse d'ailleurs de la CRE. Aujourd'hui, l'autarcie énergétique absolue dans les métropoles ou dans nos territoires n'est pas possible. Elle n'est pas possible parce qu'on ne sait pas stocker en masse l'énergie, bien sûr, et puis parce qu'il faut la stocker, parce que le vent, parfois, il ne souffle pas, et l'éolien et le solaire, la nuit, ne brille pas. Voilà, le soleil, la nuit, c'est difficile. Donc, l'énergie est incontestablement, et pour longtemps, un bien vital, où il y a une vraie notion de service public à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'on ne doit pas laisser, je reboucle à votre question initiale, parce que je crois qu'il fallait rappeler ce qu'on avait vu au Congrès. On a d'ailleurs sorti, je l'ai amené avec moi, un petit manifeste que Xavier Nicolas pourra distribuer à ceux qui le veulent. On en a la fédération. Je crois que c'est très, très intéressant, parce qu'on a beaucoup réfléchi et fait beaucoup de prospectives. Donc, le consommateur a droit à une protection spécifique. Alors, cette protection spécifique, elle est assurée en lui faisant une proposition de tarif réglementé de vente, mais aussi par le médiateur national de l'énergie. Je ne vais pas parler mieux que lui, mais qui est là pour conseiller, et informer et aider le consommateur. Il vous parlera tout à l'heure de son rôle important. Bon, pour ce qui nous concerne, nous les syndicats, les ODE, donc je le disais, on est contractuellement liés avec EDF pour la fourniture, où nous avons quelques mesures protectrices, des mesures d'information du consommateur, notamment de ceux dans les situations les plus précaires, parce qu'il y a quand même, il faut se méfier de la précarité énergétique dans notre pays. Et puis, on contrôle que ce TRV soit bien mis en œuvre. Et je vous rappelle que le tarif donc est fixé par la Commission de l'énergie. Alors, malheureusement, dans notre congrès, on a constaté que le cadre juridique auquel nous étions très attachés pouvait être amené à évoluer dans l'avenir, sous l'influence bien sûr de l'Europe. Là, on a mis en œuvre le 4e paquet énergétique avec la loi climat-énergie qui le met en œuvre. Je rappelle que les tarifs réglementés de vente vont être supprimés dans le gaz. Et que dans les prochaines semaines, oui. Oui, et que dans l'électricité, justifier leur maintien deviendra de plus en plus difficile. Avec un rendez-vous tous les 3 ans. Tous les 3 ans au début, 2 fois, après tous les 5 ans. Enfin, c'est assez compliqué et ça nous laisse penser qu'il faut quand même imaginer qu'un jour il puisse y avoir une extinction de ces tarifs réglementés. Ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons que les tarifs réglementés de vente subsistent dans l'électricité. Bon, par contre, notre manifeste, on a bien été obligé de faire de la prospective et d'évoquer toutes les situations et de regarder ce qui se faisait sur le plan européen. Il y aurait 2 solutions pour répondre aux besoins qu'aura le consommateur d'avoir une réponse de service public cohérente en qui il a confiance, au-delà du marché. La première, c'est de créer des services publics locaux de fourniture d'énergie adossés à la production locale d'énergie renouvelable. Alors bien sûr complétés éventuellement par des achats sur le marché de gros. On voit quelques initiatives se faire dans des pays d'ailleurs assez
qui n'avaient pas l'habitude de le faire, qui étaient beaucoup plus pour l'ouverture du marché. Je vois qu'il y a un retour en arrière au Royaume-Uni qui est assez intéressant, avec Bristol, avec Londres, avec Nottingham, avec tout un tas de villes qui ont adopté ce modèle. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste que nous avons envisagée, ça serait d'inclure les consommateurs domestiques dans l'appel d'offres que nous faisons pour les bâtiments publics, pour les tickets jaunes, etc., et d'adjoindre les tickets bleus. Mais ça pose quelques petits problèmes par rapport au code de l'énergie, car quand on opte pour un fournisseur, il faut pouvoir en changer du jour au lendemain. Or, nous, si on fait des appels d'offres sur la durée, comme on le fait pour les achats groupés, pour les bâtiments communaux, les collectivités et autres, on ne pourrait pas faire ça. Donc on est dans une difficulté juridique. Donc c'est les deux choses que l'on c'est ça. Et donc d'inclure ces consommateurs domestiques dans les groupements d'achat. Voilà. La deuxième proposition. Alors, ces services publics locaux, très intéressant dans le contexte actuel, évidemment, de fourniture d'énergie. Est-ce qu'il ne pourrait pas poser de nouveau des problèmes avec Bruxelles, qui y verrait anguille sous roche, en quelque sorte, et une manière de contourner la fin des tarifs régulés? Qu'en pensez-vous? Alors, très clairement, a priori, non, puisque ces services locaux ne seraient pas en monopole, ils seraient en concurrence avec les opérateurs du marché. Alors, on a un peu ces cas de figure qui existent dans notre pays. Hein. Je pense, je vais citer des exemples qui sont peut-être pas directement liés à l'énergie, mais prenez le cas de l'hospitalisation, il y a bien des hôpitaux publics avec des cliniques privées. Prenez le cas de l'éducation, il y a bien l'éducation publique et l'éducation privée, et puis on peut même aller jusqu'au service funéraire où les communes peuvent se substituer aux opérateurs. On a le temps d'en reparler. Oui, on a le temps d'en parler. En fait, je crois qu'il faudrait donner aux AODE les mêmes possibilités qu'ont les ELD en matière de fourniture aujourd'hui. Il s'agirait simplement d'élargir ce dispositif législatif. Les entreprises locales de distribution. Hein. Voilà. Les ELD. Oui, les ELD, les entreprises locales de distribution. Je crois qu'il y en a ici, puisque vous avez une régie importante. Et puis la ville de Dreux tout à l'heure. Hein, on en parlera tout à l'heure au cours de notre deuxième table ronde sur la rénovation thermique avec donc cette entreprise locale très connue évidemment dans le département. Alors tout ceci vaut pour l'électricité, monsieur le sénateur, mais qu'en est-il du gaz où là effectivement les choses là sont concrètes, même si c'est peut-être moins un service universel que l'électricité, mais là on est dans le concret avec la fin des tarifs réglementés dans les prochaines semaines. Oui, donc le service public de fourniture du gaz va disparaître puisque les TRV en matière de gaz disparaissent. Par contre, on voit auprès de nos collectivités adhérentes, les AODE, des initiatives qui pourraient se rapprocher de ce que l'on fait, de ce que l'on propose, de ce que l'on proposerait s'il y avait la fin des tarifs réglementés dans l'électricité. C'est-à-dire on voit de plus en plus de collectivités qui s'engagent dans la production de biogaz. Et là, je crois que comme pour l'électricité, on pourrait imaginer que les AODE vendent du biogaz. D'autant que c'est assez lié au réseau de chaleur et de froid, puisque vous savez que le Code général des collectivités territoriales considère les réseaux de chaleur et de froid comme des services publics industriels et commerciaux. Donc on pourrait s'élargir, il y aurait une certaine similitude. Donc là aussi, vente adossée aux énergies renouvelables locales, le biogaz. Alors après, il y a des problèmes de desserte et autres qu'il faut régler. Et puis évidemment, en associant les agriculteurs, bien évidemment, quoi de plus proche, hein, en quelque sorte, évidemment, que ces nouvelles variétés d'énergie. Oui, c'est une recette supplémentaire pour eux aussi. Hein. Voilà, le temps de conclure, hein, ce sont des pistes de réflexion, hein, mais qui vous semblent en phase hein, avec donc, cette nécessité, ce cadre de la transition énergétique. Et encore une fois, on a un manifeste là, très important. Ouais. Je pense que Xavier, tu pourrais peut-être, à ceux qui le souhaitent, on pourrait t'envoyer un certain nombre de choses pour le diffuser. Bon, parfait. Ouais. Alors, merci à vous, donc Xavier Pintat. Alors, Xavier Nicolas, je me tourne à nouveau vers vous pour une petite question, vous qui êtes très impliqué évidemment à la FNCCR. Qu'est-ce que vous en pensez quand même, ces services publics locaux de fourniture d'énergie sous une nouvelle forme hein, et qui permettraient en quelque sorte de vendre et de flécher, de vendre ce que vous produiriez? Est-ce que c'est quelque chose évidemment qui pourrait avoir du sens dans un département comme le vôtre?
Oui, ça peut avoir du sens. Alors, après, il faut être conscient de la complexité de l'exercice. On voit déjà, on gère quelques milliers de contrats pour les collectivités. Ça nécessite des suivis informatiques extrêmement complexes au moment de chacun des appels d'offres. Donc il faut s'organiser effectivement avec les associations de consommateurs qui sont présentes dans la salle pour voir un peu les services qu'on peut apporter. Et puis il faut garantir aussi la fourniture. Là, il y a deux aspects qu'on a évoqués ce matin. Il y a celui du gaz. Là, on voit les choses d'une manière peut-être avec les méthaniseurs, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais nous travaillons également à la mise en place de méthaniseurs pour effectivement produire du biométhane. Je pense qu'il faut traiter le méthane un peu différemment des autres sources énergétiques carbonées. Parce que déjà, le méthane, c'est une molécule CH4 monocarbonée, et puis surtout, alors je parle sous le contrôle de mon ami Mohamed Amjadi, directeur de l'ADEME. Merci de ta présence, hein, Mohamed. Et donc, tes services, et même au plan national, l'ADEME nous dit qu'en 2050, on doit être autonome. La France pourrait être autonome, hein, au niveau de la production de méthane. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de l'importer. Et donc là, effectivement, c'est important d'avoir, et on en parlait au Conseil régional la semaine dernière, cher Charles Fournier, vice-président du Conseil régional en charge de l'environnement et de l'énergie. Et ce que nous disions au Conseil régional, c'est qu'il nous faut absolument élaborer une cartographie des points des stations de recharge pour biogaz et pour hydrogène. Donc ça va servir directement nos consommateurs. C'est un programme un peu ambitieux, pluriannuel, il faut qu'on se mette rapidement à l'élaborer, mais on pourrait y arriver. Sur l'électricité, eh bien, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de la production locale. Cette production locale, eh bien, effectivement, elle a vocation à servir, elle part dans le réseau, bien sûr, mais on peut imaginer d'avoir des circuits plus courts, et même, on y travaille dans certains endroits, de l'autoconsommation. On va pouvoir imaginer des endroits, alors peut-être des collectivités, avec des collectivités qui vont mettre en place des systèmes d'autoconsommation. Ça peut être les collègues qui sont dans la salle, qui ont des gymnases, des écoles, des ombrières de parking, où on aura demain du photovoltaïque de moyenne envergure. Alors c'est un prix de revient, bien sûr, un petit peu plus élevé que celui des grands parcs que j'évoquais tout à l'heure, mais qui peut servir aux collectivités, et lorsqu'il est en excédent de production, peut servir les quartiers adjacents. Alors, il faut être conscient qu'aujourd'hui, on arrive à un photovoltaïque, je vois les grands projets sur lesquels nous travaillons, on arrive à un prix de revient du kilowattheure qui est extrêmement compétitif. Hein. Bon, maintenant, il faut être conscient, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est que le photovoltaïque, il fonctionne quand il y a de la lumière. Donc ça reste une énergie, bien sûr, intermittente, il faut être conscient de ça. Mais les grands parcs vont nous fournir, aujourd'hui, on voit les appels d'offres de la Creux, on est à moins de 60 euros la mégawatt. Quoi, hein, donc ça devient tout à fait compétitif. Bon, parfait. Donc c'est sûr que sur l'électricité, vis-à-vis des particuliers, il faudra réfléchir évidemment à la mise en œuvre. Hein. L'idée, c'est quand même d'assortir cette commercialisation, hein, de principes de service public et donc de prix maîtrisés donc, au bénéfice du consommateur. Merci à tous les deux.